La location de l'emplacement sur le statique, c'était plus de 40 000 €. À ça s'ajoutent tous les frais de manutention, puisque si vous avez besoin d'une grue pour installer votre avion, etc., boum, c'est à coût de 3 000 €. Donc en gros, petite entreprise, une PME d'aviation légère qui veut exposer au Bourget, bah, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et debout là-dedans, bienvenue à tous. Voilà, après 15 jours d'attente, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé pendant la semaine du Bourget et vous allez voir quelques petites surprises. Voilà, on est là chez Solo, comme tous les vendredis à 18 h et on n'en a pas fait la semaine dernière parce qu'on était au Salon du Bourget. Voilà, vous avez tous suivi ce qu'on a fait pour les directs et aussi les replays et les différés qu'on met en ligne en ce moment sur YouTube. Ça tombe tous les jours, il y a de nouvelles vidéos, donc allez les voir, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes quand il faut, commentez quand il faut aussi. Merci à tous en tout cas de nous soutenir dans ce lourd travail. Alors voilà, on a passé effectivement une semaine au Bourget. Ça a été intense, ça a été dur, il a fait très très chaud, on a cuit. Heureusement, on était dans le hall... On était dans le chalet presse où il y avait de la clim, où il y avait des toilettes, où il y avait une fontaine d'eau accessible en libre service. Ça c'était appréciable au niveau confort, mais dès qu'on sortait, wow, l'enclume, c'était terrible. On va parler donc du Salon de Bourget, de quelques à côté de ce qu'on a vu, des démonstrations en vol, des gens sympas qu'on a croisés. Mais on va commencer par un truc qui s'est passé pendant le salon, sur lequel on n'est pas revenu dans la semaine qu'on avait annoncé, c'est la fameuse vente aux enchères pour Aviation Sans Frontières qui s'est passée chez Art Curial, donc sur les Champs-Élysées. C'était le mercredi 18 juin. Date célèbre à 20 h. Donc j'y étais, j'ai représenté la rédaction pendant la vente en me disant bah, sur un malentendu, j'achèterais bien une bricole. Effectivement, dans le catalogue, j'avais vu une petite bricole qui m'intéressait, mais bon, voilà, je vais vous raconter l'histoire. Donc on va commencer par parler un petit peu de 3-4 lots qui m'ont marqué, que j'ai trouvé vraiment sympa, et je vais vous parler un petit peu de cette vente. Et donc on va commencer par parler d'une Messerschmitt. C'est pas ma marque préférée, comme disait l'autre, mais elle était en vente. C'est une Messerschmitt KR 200. Et vous me dites, ah oui, mais c'est pour Aviation Sans Frontières, le rapport avec l'aviation. Bah, le rapport avec l'aviation, c'est que c'est une Messerschmitt. Et c'est une Messerschmitt de Willy Messerschmitt, donc le papa du Bf 109. Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, dans son histoire, c'est une voiture qui a été imaginée par quelqu'un qui s'appelait Fritz Fend, et qui, à un moment donné, cherchait à développer des voitures pour les handicapés, notamment pour les vétérans de guerre qui étaient revenus du front avec un bout en moins. C'était des voitures hyper légères. En fait, c'est quasiment du scooter caréné. Et ça arrive en Allemagne en 1945. Et en fait, la production est prise en main par Willy Messerschmitt après les 2 ans de prison qu'il fait pour avoir utilisé des travailleurs forcés dans ses usines d'aviation. À ce moment-là, l'Allemagne est interdite à nouveau de reconstruire, de se relancer dans l'industrie aéronautique. Willy Messerschmitt, il faut bien qu'il mange. Donc, il se lance dans l'industrie automobile et il s'associe avec Fritz Fend pour produire des voitures légères, des Messerschmitt, qui gardent son nom. Et celle-là, c'est une KR 200. Alors, il y a eu la KR 175, qui était le premier modèle, et celle-là, c'est le modèle un petit peu plus avancé. Alors, la voiture a été faite avec des cockpits de Bf 109. Alors, je ne suis pas certain, et je ne m'aventurerai pas dans le sujet plus profondément. De ce que j'ai compris, effectivement, la rumeur couvait au moment, en 47-48, au moment où les voitures étaient en production, qu'il y avait des pièces de Messerschmitt 109 dedans, ou des pièces d'avion Messerschmitt dedans. C'est pas impossible. Alors, je m'y connais tellement peu en voiture que je ne vais pas du tout m'aventurer dans ce truc-là. Ce que je peux dire, c'est que le fait qu'elle soit signée Messerschmitt et que la rumeur veut qu'il y ait des morceaux de l'industrie aéronautique dedans a fait que les ventes ont été plutôt bonnes, on va dire. On parle de quelques dizaines de milliers de voitures quand même. Plutôt bonnes, mais avec plutôt une bonne réputation. Et puis surtout, sur le marché de la collection aujourd'hui, c'est des voitures qui sont toujours prisées. Et donc, pour cette vente qui était organisée au profit d'Aviation Sans Frontières, donc
organisation non gouvernementale qui exploite des avions, notamment en Afrique, pour venir au secours des populations, pour transporter des blessés, des malades, des médicaments, et association qui a des projets. Il y a un Cessna Caravane sur le salon du Bourget qui montrait ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire avoir un avion hôpital. Aujourd'hui, on arrive à miniaturiser des choses qu'on peut carrément placer dans un avion et puis se poser au milieu de nulle part, sortir le matos et avoir des moyens de diagnostic pour même des maladies très sérieuses. C'est comme toute ONG, ils ont besoin de fonds, ils n'ont pas beaucoup de subventions, donc il faut trouver des fonds, il y a des donations, et puis là, organisé par Vadim Felzer, une vente aux enchères où figurait donc cette Messerschmitt. Alors, elle était en vente, et c'est une voiture qui a une histoire très marrante, parce que parmi les arguments de vente qu'il y avait, c'est que c'est une voiture qui a été testée par un certain Coluche en 1982 ou 1983, avril 83, pour un magazine automobile qui s'appelait Nitro à l'époque. Je pense que le magazine n'existe pas, mais je me souviens en avoir eu des exemplaires entre les mains. Et il avait testé la Messerschmitt, notamment sur l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, et il avait rédigé un compte-rendu dans le magazine. Alors, si vous voulez chercher le magazine, c'est celui d'avril 83. Ça doit se trouver à pas cher chez les bouquinistes et en ligne. Et donc, cette voiture-là a donc été conduite par Michel Colucci. Et ça donne un petit peu de relief à son histoire. Sinon, c'est une voiture qui a été restaurée encore il y a très peu de temps. Et elle est partie en vente à une bagatelle de 27 000 € quand même. Alors, c'est une biplace, il me semble. C'est des voitures qui sont très peu motorisées. Je vous parle de 10 chevaux. Donc, autant dire que voilà, vitesse de pointe 90 km/h. C'est de la petite routière. Moi, je me demande si c'est pas ce genre de voiture qu'il faudrait chercher à électrifier quelque part. Mais vu le poids des batteries, tout ça, bon, bref. Et donc, c'est une voiture donc, qui est partie à 27 000 €. C'était le dernier lot de la vente. Et elle était exposée devant l'entrée d'Art Curial pour cette vente aux enchères. Alors, moi, c'était ma deuxième vente aux enchères de ma vie. La première, ça avait été une liquidation d'un fonds photographique où j'avais pu acheter quelques photos. Là, je m'étais dit, bon, allez, on verra bien. Il y aura peut-être une occasion, mais il n'y en a pas eu. Bon, il y avait du beau linge et visiblement, ils étaient venus pour acheter des trucs. Alors, c'était pas une vente à l'américaine où les gens viennent pour faire des dons énormes et éventuellement repartir avec une bricole. Là, on était quelque part sur une vraie vente aux enchères. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient venus avec des produits très précis à attraper. Et de fait, il n'y a pas eu l'emballement qu'il aurait dû avoir sur cette vente. C'est dommage. Pourtant, il y avait des gens qui avaient visiblement les moyens de leurs ambitions. Là, la voiture, elle est partie quand même à 27 000 €. Je ne sais pas si c'est en dessous ou au-dessus de la cote. Là, par contre, je ne connais pas. Mais bon, voilà, c'est une partie va en don à Aviation Sans Frontières et ça, c'est plutôt sympa. Alors, on a commencé l'émission avec une voiture. Enfin, il faut être très clair, hein, le clou de la vente, c'était ça. Et alors là, pour l'avoir approché et pour l'avoir même touché d'ailleurs, c'est une pièce qui est absolument extraordinaire. Donc une maquette de soufflerie d'un Falcon. Alors les maquettes de soufflerie de chez Dassault, ils en utilisent beaucoup parce que dès qu'il y a un nouveau modèle, il faut tester. Même quand il y a des nouveaux projets, il faut tester beaucoup de choses. Là, c'est pas exactement un Falcon 20, c'est une maquette assez particulière qui a été construite sur base de Falcon 20, mais qui est modifiable pour simuler l'aérodynamique d'un Falcon 50. En fait, on me l'a expliqué puisque j'ai eu un guide très précieux qui est simplement le commissaire de l'exposition qui m'a guidé lors de ma visite de l'exposition. C'était quelques jours avant la vente, donc c'était avant l'ouverture du salon. Je suis passé le samedi juste pour voir les lots avant de venir pour la vente. Il s'agit de Thomas Loiseau, que je remercie ici, et qui m'a montré, vous voyez, j'avais personne autour, donc j'ai pu approcher la bête de très très près, qui m'a présenté l'objet. C'est du bois. Il y a plusieurs essences d'ailleurs, et on m'a expliqué pourquoi. C'est qu'en fait, les maquettes de soufflerie sont faites de plusieurs essences pour éviter les problèmes de dilatation. Alors,
par des mécanismes que pareil, je ne m'avancerai pas à donner des explications, mais en fait, le fait qu'elle soit en plusieurs essences de bois est quelque chose d'absolument volontaire. Il y a des pièces métalliques aussi autour. Et là, on met l'engin dans la soufflerie, puis on fait tous les tests qui vont avec. Alors, elle peut être modifiée en Falcon 50 parce que la partie qui est sous la dérive est amovible. Et dans la caisse qui est à côté, qu'on voit ici, il y a des pièces qui permettent d'avoir le 3e réacteur. Et on voit qu'il y a ici d'ailleurs l'arrière et la tuyère du 3e réacteur. Donc, ce n'est pas tout à fait un Falcon 20, ce n'est pas tout à fait un Falcon 50. C'est une maquette de soufflerie Dassault qui a été créée pour définir la suite de l'aventure du Falcon 20, Falcon 50. Et donc, Dassault utilise beaucoup de maquettes de soufflerie et ils ont un stock de maquettes de soufflerie en bois qui est assez énorme. Alors certaines sont bien protégées, d'autres malheureusement ont souffert du temps parce que pas utilisées dans des caisses en bois, parfois stockées en extérieur, je sais qu'il y a eu des dégâts. Et donc j'avais pu discuter avec des gens de chez Dassault à l'époque sur ce que pouvaient devenir ces maquettes et de ce qu'ils pouvaient en faire. Et en fait, il n'y a pas de politique sur les maquettes de soufflerie de Dassault. Elles sont stockées. Il n'y a pas vraiment de volonté de les préserver, mais certaines sont sans doute déjà pourries. Celles qui sont préservées dans leur caisse en intérieur, elles sont préservées. Dassault n'a pas de velléité de créer un musée où ces choses-là pourraient être exposées. Et vu la beauté des pièces, c'est un peu dommage. Et donc, pour la première fois, vraiment pour la toute première fois, une maquette de soufflerie Dassault a été mise aux enchères. C'est une grosse bébête, elle fait plus d'1 mètre de long, elle pèse quelques dizaines de kilos. C'est quand même une pièce, il faut avoir la place pour l'accueillir, celle-là, et puis la caisse à côté. C'était vraiment le clou de la vente. Et effectivement, elle est partie à un tarif assez élevé, qui était de 36 000 €. Je pense qu'elle aurait pu faire plus. Parce que c'est tellement rare, tellement précieux, puis il y a des collectionneurs pour ce genre de choses. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de maquettes comme ça. Alors, je n'y suis pas allé depuis très très longtemps, mais dans le hall d'entrée de chez Dassault, c'est ce genre de pièces qui pourraient être exposées. Voilà. Donc, c'est quelque chose de sublime. Et donc, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a acquis cette maquette-là et qui peut le présenter dans son salon. Ça peut faire des envieux. Voilà, donc ça a été un des clous de la vente, le Falcon 2025. Je ne sais pas chez qui il est parti, mais je suis un peu jaloux quand même. Il y avait ça aussi à vendre. Et ça, c'est un des lots qui, moi, me plaisait le plus. Mais voilà, il y avait 10 toiles. Donc 2 lots de 5 toiles représentant les croquis préparatoires de Régis Roca qui a fait les décorations, vous les avez reconnus, c'est les différents Rafale solo display de ces dernières années, les différentes décos spéciales des Rafale pour les démonstrations. Il y a un certain qu'on a vu, celui-là je l'appelle le Heineken, moi, mais il y en a des bleu, blanc, rouge qui étaient très jolis. C'est toute l'histoire des 10 dernières années du RSD qui sont là, avec ici les croquis préparatoires de Régis Roca, et puis des toiles qui ont été peintes spécialement par Arthur Thomas, peintre de l'air, un jeune peintre de l'air qui a d'ailleurs été interviewé par mes confrères de Crown Frequency juste avant le salon. Et donc il y avait des toiles qu'il a peint spécialement, plus les croquis de Roca. Donc en 2 lots. Et chaque lot est parti à 4 500 € pièce. Je trouve que c'est parti vraiment peu cher. Ça fait moins de 500 € la toile et le croquis préparatoire. Donc c'est vraiment les 2 personnes, visiblement, ces 2 personnes différentes qui ont acquis le lot, ont fait là une très bonne affaire. Mais c'est vrai que les enchères sur les 2 lots n'ont pas dépassé les 4 500 €. C'est dommage parce que ça, c'est quand même très très beau. Et moi, je serais chef d'entreprise. Ça, c'est le genre de choses que je pourrais mettre à l'entrée dans le hall de mon entreprise parce que c'est une décoration assez pour peu que l'entreprise soit dans l'aéronautique, on est d'accord, mais c'est assez spectaculaire. Alors la chose assez amusante, c'est qu'autant les croquis préparatoires de Roca étaient encadrés et puis sous verre, les dessins de Thomas n'étaient pas sous verre,
Et donc, ça, c'est des choses qui sont à protéger parce que ça prend vite la poussière. C'était assez particulier. Alors, je ne sais pas chez qui sont allés parce qu'en fait, la vente s'est faite sur 2 salles. Il y avait la première salle où il y avait tous les invités avec les fauteuils réservés. Puis la deuxième salle, moi, je n'ai pas pu rentrer dans la première. Les places étaient déjà toutes prises quand je suis arrivé. J'étais dans la deuxième, donc j'ai pas vu qui levait la main. Et comme, après tout, c'est aussi quelque chose qui est pour lequel on peut éventuellement réclamer un peu de discrétion. J'ai pas su si c'était la même personne qui avait acheté de l'eau. Je trouve dommage que ces dessins étaient séparés en 2 lots distincts. Mais bon, ce sont des œuvres originales. Franchement, c'était joli. Et tel que c'était présenté chez Art Curial, c'était superbe dans la salle. Là, on les avait sous le nez pendant toute la vente. Non, c'était joli. Et puis pour les amateurs de Rafale, honnêtement, hein, 4 500 € le lot de 10 tableaux, quelque part, c'est pas cher. Mais bon, il faut sortir les 4 500 quand même. Et moi, alors en fait, la pièce que j'avais vue et qui me paraissait intéressante et qui était avec un prix de départ qui me paraissait acceptable, c'est ça. C'est une pale d'hélice de tracker, un tracker brésilien qui est arrivé en France, je ne sais pas trop comment. Donc peint en rouge, mis sur un pied, et ça, franchement, honnêtement, chez moi, ça prend pas de place parce que c'est tout en vertical, ça je le voyais bien. Donc il était mis à prix à 500 €, et alors les enchères, c'était le numéro 2, le lot numéro 2, numéro 3. Et donc les enchères, le temps que je commence à lever la main, parce qu'il a dit, bon, alors mise en enchère 500, le temps que je lève, elle était à 800. Et là, ça avait déjà passé mon prix, parce que je voulais pas mettre trop cher là-dedans. Et en fait, elle est partie à elle est partie à 2000 €. Et là, c'était vraiment trop pour moi. Je suis que journaliste, moi, pour le moment. Mais j'avoue que ça, j'ai un petit regret parce que quand même, 2000, je préfère mettre de l'argent de côté pour aller faire un truc avec un vrai tracker, un de ces 4. Mais ça, j'avoue que dans mon salon, j'aurais bien aimé l'avoir. Bon, bref. Bon, il y avait une trentaine de lots. Il y avait des vols en Warbird qui sont partis jusqu'à 5000 €. Il y avait l'uniforme de la Qantas porté par John Travolta qui est parti à 2500 €. Tout était dédicacé par John Travolta. Il y a un lot qui est parti à 11 000 €, c'est le vol en Airbus 0G. Ouais, ça c'est une expérience qui mérite d'être vécue. Le casque de la patrouille de France, alors c'était pas un casque qui avait volé avec la patrouille de France, c'est un casque qui avait été peint aux couleurs de ceux de la patrouille de France. Il est parti à 13 000 €, ce qui est là par contre, oui, il y a des amateurs. En fait, le lot le plus abordable, c'était un dessin préparatoire, un brouillon de Romain Hugo qui est parti seulement à 700 €. Et là, c'est un peu léger comme tarif. Disons que c'était un peu plus ouvert au petit budget comme le mien, mais bon, voilà, j'ai pas levé la main parce que j'étais pas dans l'optique d'acheter ce truc-là, en tout cas. C'est impressionnant les ventes aux enchères chez de grands, dans des maisons spécialisées comme les Art Curial ou Drouot, vraiment. Et puis le travail des commissaires-priseurs était amusant. Le côté aéronautique de la vente était assez sympa avec des lots qui faisaient un petit peu rêver. Il y avait un vol en P40 par exemple qui est parti à 5000 €. Bon, c'était vraiment sympa. Alors, est-ce que la vraie question, c'est est-ce que la vente a généré assez d'argent pour nos amis de Aviation Sans Frontières? L'organisateur était content, mais espérait faire quand même beaucoup plus. On n'était pas dans une vente aux enchères à l'américaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, où les gens viennent pour faire un énorme don et récupérer une babiole. Une babiole, ça peut être une hélice de tracker. Hein. Ils sont là pour faire du don et pour se montrer, et pour montrer qu'ils font des dons. Les choses sont un petit peu différentes en France sur ce genre de vente. Mais l'idée est bonne. Il faudrait que peut-être que l'événement se pérennise tous les 2 ans à l'occasion du Salon du Bourget, par exemple, pour drainer aussi une clientèle un petit peu plus large. La vente a rapporté combien au total? J'ai plus le chiffre en tête. Et je ne veux pas dire de bêtises, parce qu'il faudrait que je refasse le calcul. On était dans les centaines de milliers d'euros au total, mais l'objectif visé par l'organisateur était atteint, mais pas dans les proportions qu'il espérait. Quand tu fais ce genre de vente, tu te fixes un seuil minimal, mais tu espères doubler. Là, ils n'ont pas doublé. Par exemple, petite déception, par exemple, dans le cadre des opérations que fait Aviation Sans Frontières, il y a la construction d'un ULM par des élèves dans des... oui, c'est ça, c'est 240 000 € qu'ils ont rapporté, quelque chose comme ça.
Il y a une partie de Aviation sans frontières où ils utilisent des élèves en difficulté et pour les remettre dans le droit chemin, ils leur font construire un ULM. Et donc l'ULM qui a été construit dans ce cadre de ce projet a été vendu à cette vente-là. Il est parti à 40 000 euros. Je pense que la personne qui a acheté son Ninja 40 000 euros neuf a fait une très très bonne affaire. C'est quelque chose qui aurait dû monter encore plus. Voilà. Bon, c'est tout pour la vente, mais en tout cas j'étais très content d'y être, même si j'ai rien acheté. Et comme dit Full Glider, aux USA, la même vente aurait remporté 1 million d'euros selon les experts. Voilà. Peut-être qu'il faut aussi habituer les gens à ce genre d'événement. C'était la première fois qu'Artcurial faisait une vente aux enchères aéronautiques à vocation humanitaire quelque part. Et il y a peut-être aussi une clientèle à aller chercher, peut-être des lots plus variés. Là, on avait des lots qui étaient très prestigieux, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'avoir des choses un tout petit peu moins prestigieuses pour drainer une foule qui ne va pas aux enchères non plus? Combien les frais en pourcentage pour la vente? Eh bien, comme c'était une vente humanitaire, la Artcurial a pris 0. Donc, les prix des enchères étaient nets. Et ça aussi, c'est une démarche qui méritait d'être vraiment mise en avant. Et donc voilà, un petit récap du Salon du Bourget, parce que ça mérite d'être raconté, ce qu'on a vécu, nous, toute l'équipe. Mais je vais commencer par un big up à nos amis de la RATP, qui, je ne sais plus quel jour, des journées pro, ont eu la très 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 bonne idée de faire un contrôle des billets à la sortie du RER B, gare du Bourget. Ça, c'est une super idée pour accueillir les étrangers. C'est une super idée pour déclencher des mouvements de foule sur un quai avec des trains qui passent, dont certains sont sans arrêt. C'est une bonne idée pour faire une très bonne image de la France chez des étrangers qui viennent là et qui ont pu éventuellement se gourer dans leur billet, parce qu'entre nous, pour la pratiquer depuis 25 ans, la billetterie banlieue parisienne, elle était un petit peu compliquée. Elle aurait été un peu remise à plat là au 1er janvier, et je pense qu'elle est un tout petit peu plus simple à comprendre pour des étrangers. Donc je ne suis pas sûr qu'ils aient fait beaucoup d'amendes dans le cadre de cette opération-là, mais honnêtement, sur une manifestation internationale comme ça, assez prestigieuse, faire un contrôle des billets à la gare du Bourget. Alors, est-ce que c'est la guéguerre SNCF Aviation? Non, je pense pas, mais c'est d'une débilité profonde. Mais je leur fais quand même un petit big up en disant que c'est quand même mieux qu'il y a 2 ans, où il y a 2 ans, ils avaient fait systématiquement et tous les matins contrôle des billets au Bourget. Pour retarder les exposants, pour retarder les professionnels et pour faire de l'argent facile, pour foutre le bordel, n'ayons pas peur des mots, c'était une très très bonne idée. Non, là, ils n'ont fait qu'un seul jour, c'est très bien. Et donc, c'était mon petit coup de gueule du Salon du Bourget, et dans 2 ans, s'ils refont la même chose, coup de gueule. Voilà. Je trouve la démarche débile. Voilà. Il y a une foule qui vient. Oui, effectivement, il y a des gens qui vont se gourer dans les billets, mais dans ces cas-là, il faut les orienter, il faut les aider. Il faut les aider dans les gares d'où ils partent. Et donc, simplifier la tarification, s'il vous plaît, des transports parisiens. Mais bref, voilà, un peu n'importe comment. Le Bourget, c'est quand même une grosse organisation pour les gens qui n'y sont pas allés. Bon, ça reste un salon professionnel à la base, avec un début de semaine qui est consacré aux pros. Et l'accès au salon, en fonction des heures, peut être très très chaotique. Et en fait, il y a plusieurs postes de filtrage, évidemment, parce qu'on est aussi en vigilance terroriste, intrusion, tout ce que vous voulez, assez élevé. Puis ça reste un salon où il y a de l'armement, donc il y a des opposants. Et puis il y a aussi des opposants à l'aviation commerciale. Donc vous imaginez bien que la sécurité n'est pas prise à la légère. Donc pas mal de postes de filtrage, pas mal de queues à l'entrée, parce qu'il y a aussi une fouille, une palpation systématique. Autre coup de gueule, aujourd'hui, on vit dans un monde où il faut un maximum d'égalité homme-femme. Ça se conçoit, et je conçois parfaitement que les femmes soient fouillées par des femmes et les hommes par des hommes, et qu'il n'y ait pas de mixité à ce niveau-là. Au niveau organisation, c'est très bien de faire des postes de filtrage mixtes. Par exemple, sur toutes les portes, vous aviez un fouilleur et une fouilleuse. Très bien. Sauf qu'il ne faut quand même pas se leurrer. Sur le salon du Bourget, dans les entrées pro, vous avez 5 femmes pour 100 mecs. Donc vous avez le pauvre fouilleur qui est débordé et la fouilleuse qui se tourne les pouces. À quel moment il ne faut pas faire une entrée spéciale
sur cette porte-là ou 3 ou 4 fouilleuses pour les femmes qui vont avoir un rythme de travail le même que les autres, mais moins de clientes, et puis avoir plus de gens pour fouiller les hommes. Mais à quel moment l'égalité, là, elle rentre pas en ligne de compte, puisque de toute façon, c'est une question de typologie de la clientèle. Là aussi, Salon du Bourget, 0 progrès depuis 10 ans sur ce point-là. Mais on a assisté à des scènes un petit peu rigolotes. Alors, c'est pas un gars qui essaye de passer son copain au scanner, c'est un exposant sans doute qui rentrait avec son mannequin qu'il voulait exposer sur son stand, et il a fallu faire passer le mannequin au pif, et enfin au point au scanner, quoi, tout simplement, et il rentrait pas. Ça a été un sketch, et ça aussi c'est un truc à faire, à rajouter des queues sans fin à l'entrée du salon. Enfin bref, voilà, il se passe des trucs, mais ça c'était plutôt rigolo, ça s'est plutôt bien terminé. Mais moi je me suis retrouvé à arriver assez tôt, hein, genre 8h30 sur le salon, donc avant l'ouverture au public, et de faire une demi-heure avant de pouvoir accéder au salon, parce que il y avait beaucoup de queues. Voilà. Alors ça, je vous le mets juste comme ça pour vous montrer le plan du salon pour ceux qui n'y seraient jamais allés. Ici, vous avez la piste nord-sud, c'est une 03 du Bourget. Vous avez le musée de l'air qui est ici. Et donc, c'est toute l'esplanade qui est prise entre le musée de l'air et le parc des expositions qui est ouvert et sur lequel vous pouvez gambader joyeusement, avec néanmoins ici une double rangée de chalets qui va jusqu'ici et qui font que quand vous êtes sur le statique à ces endroits-là, vous ne voyez pas décoller les avions parce qu'il y a le chalet devant, donc il faut s'installer ici pour bénéficier un peu de pelouse. Et puis là, tout le long, vous avez en orange toute l'exposition statique des avions qui, alors parfois restent au salon toute la semaine, parfois certains bougent et vont voler, sont installés ici, qui est le parking avion. Et puis vous avez quelques points de repère, et en fait le chalet presse, le hall média, il est ici en gros. Donc c'était ici qu'on avait notre QG quelque part. Et puis vous avez les parkings les plus proches qui sont là, et vous avez toutes les entrées qui sont là et là. Et donc, voilà un peu l'organisation du salon. Et ce qui a été reçu, ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait eu cette année énormément de monde. Et pendant la semaine du Bourget, Full Guider, Gilles Roy, pour ne pas le nommer, nous dit « J'ai fait 101 km à pied en 5 jours, sous un soleil de plomb ». On a vraiment souffert de la chaleur cette année. Alors, un petit clin d'œil aussi. Alors voilà, ça, je vous donne les coulisses. De notre organisation. Voilà le studio qu'on avait au Chalet Presse, et c'est de là qu'on a lancé, qu'on faisait alors les directs, les interviews, les émissions en direct du studio, c'était là. Je vous présente Martin, qui est notre réalisateur webmaster, Gilles, rédacteur en chef, lui vous l'avez reconnu, c'est Fred Lert, Joris qui nous a servi d'homme-tronc pour la présentation. Et voilà comment on était équipés avec nos 3 caméras qui venaient donc de nos studios de Lyon. La bâche pour masquer le fond, l'éclairage un peu néon qui était un peu raide. C'est là qu'on a travaillé pendant une semaine, qu'on a organisé les lives. Alors on est allé tourner aussi dans les stands, mais ça c'était nos studios. Le fait d'avoir un studio dans le Chalet Presse, c'est quelque chose qui pour nous a été très précieux, parce que c'était très stratégique aussi, et puis c'était un point de rencontre aussi pour nous. On pouvait aussi laisser nos affaires. Bon bref, voilà, tout ça pour dire que oui, on avait des conditions qui étaient un petit peu difficiles, mais on avait eu des facilitations par l'organisation du Bourget, qu'on remercie quand même ici. Et puis le salon du Bourget, c'est quand même une épreuve de force, donc il faut se restaurer. Et là, c'est une photo qui a été prise depuis la terrasse du chalet Boeing. On pouvait se restaurer. Et j'avoue que ce midi-là, j'ai pu manger quelques fruits, ça fait du bien. Alors, le salon de Bourget, il y a beaucoup d'avions qui sont présentés. Alors, je ne les ai pas comptés cette année, mais il y a un énorme problème avec ce salon. Alors, il faut comprendre que c'est un salon professionnel, hein, ce n'est pas un meeting aérien. C'est fini le salon du Bourget comme il y avait à Orly ou dans les années 80 où ça volait en permanence. Là, aujourd'hui, le côté business est très, 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 très marqué. Et les démonstrations en vol sont là vraiment pour faire vendre des avions. Et il y a beaucoup d'industriels qui jouent de moins en moins le jeu de l'exposition statique, et on a des avions qui sont là les 2 ou 3 premiers jours, qui en milieu de salon se barrent. Et ça a été le cas pour moi pour celui-là, que je voulais voir, que je voulais approcher de près.
et qui s'est barré le mardi avant que je puisse me retourner. Donc c'est un CASA 295 des services de sauvetage canadiens. J'avais couvert l'affaire pour Aerobuzz. En fait, c'est notamment des unités qui sont basées en Colombie-Britannique, notamment sur la base de Comox, qui utilisaient des Buffalo jusqu'à très récemment. Les Buffalo étaient un peu âgés, ils ont tiré du service. En ayant commandé ces C295 destinés à faire du sauvetage en mer, pas pour récupérer des gens en mer, mais pour leur lancer les radeaux de survie dont ils ont besoin, sachant que ce sont des zones qui sont extrêmement fréquentées, notamment par des pêcheurs. Il y a beaucoup de missions de sauvetage de pêcheurs et de plaisanciers dans le secteur. Et donc, le Canada a acheté des 295 comme ça pour remplacer ces caribous. Alors, ça ne s'est pas très très bien passé. Il y a eu un problème de tuilage. Les caribous ont été retirés du service avant que les 295 n'entrent en service. Et ils ont comblé le service entre-temps en utilisant quand même des C-130 qui font très bien la mission. Et donc les 295 commencent à être livrés et c'était une bonne surprise d'en voir un sur le parking parce que sinon il faut aller à Comox pour les voir, ça fait un peu loin. Pas de bol, il ne restait que 2 jours, donc le temps de faire nos premières émissions, de se dire ah tiens, si on allait faire un tour sur le statique pour voir les avions intéressants, il s'était barré. Et là j'avoue que je suis un peu tristouille et cette photo c'est même pas une de mes photos. J'en ai parlé à Alexis Rocher, rédacteur en chef du FANA, qui faisait la même remarque et qui m'a dit « Mais moi, j'ai eu la chance de le prendre en photo. » Ah, donc c'est une photo, Alexis Rocher, qu'on créditera évidemment. Alors, ta fameuse passion pour les avions jaunes n'a donc pas été satisfaite. Bah non, il n'y avait pas de Canadair. Enfin si, il y avait un Canadair, mais il était camouflé. On le verra peut-être un peu après. Et puis, il y avait celui-là sur le parking. Mais j'aurais aimé voir comment ils sont équipés à l'intérieur. Et bon, il faudra peut-être que j'aille à Séville pour les voir en sortie de chaîne, mais c'est une grosse occasion manquée pour moi et ça me rend chafouin. Premier jour, il y avait lui aussi qui était exposé alors dans le fond de l'air statique, ça aussi c'est pas une de mes photos, c'est une photo que j'ai récupérée sur le web. Donc c'est le Boeing 777 Qatar Airways qui a ramené donc l'équipe du PSG après sa victoire en Coupe d'Europe. Pareil, c'est une vedette qui marque un peu l'histoire du sport français, finalement, quelque part. Ça a fait rager les copains marseillais, mais c'est de bonne guerre. Et lui, il est resté une journée. Donc, il était là le premier jour. Donc, le temps qu'on pose nos affaires et qu'on commence nos émissions et tout ça, il était reparti. Puis, on ne l'a pas revu. Et donc, voilà, c'est un peu vexant tout ça, quoi. C'est des avions qui auraient pu faire venir du monde. Alors, je comprends très bien que pour Qatar Airways, immobiliser un Boeing 777 pendant une semaine pour un salon parisien, c'est un manque à gagner pour l'exploitation commerciale. Ça, je le comprends très très bien. Surtout qu'en plus, ce sont les compagnies qui payent le remplacement. Et Qatar était sponsor notamment du Chalet Presse, donc je pense que c'est Qatar Airways qui a payé l'installation du Chalet Presse. C'est des sommes qui se comptent en centaines de milliers d'euros. Donc ça, plus l'avion sur le statique. Juste pour info, pour vous donner une idée des prix qui sont pratiqués si vous voulez participer au salon, un avionneur spécialiste de l'aviation légère, donc des avions de moins de 5 tonnes, qui avait une petite exposition statique pour exposer un avion type DR400, pour vous montrer la taille. Donc un petit enclos, pas très très grand, 10 mètres sur 10. Donc une compagnie aérienne qui veut exposer un Boeing 777 au Salon du Bourget, je pense que ça peut se compter en centaines de milliers d'euros. Les tarifs ne sont pas divulgués, mais tout ça fait un ensemble, un budget global pour le SIAE, qui permet après effectivement aussi de payer toute la sécurité et tout ce qui va autour, parce qu'en termes de sécurité, c'est immense. Je ne sais pas combien de vigiles sont embauchés pour assurer la sécurité, pour les fouilles, etc. Il y a tout ce qui est sécurité, gendarmerie, police, service militaire qu'il faut éventuellement compenser. C'est des budgets qui se comptent en millions d'euros. C'est une très très grosse manip, le Salon du Bourget, on ne se rend pas compte. Ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, voient ça comme un gros meeting. Non, c'est énorme. C'est sans doute un dispositif de sécurité équivalent à celui d'un G20. Voilà, pendant une semaine, il y a une cloche au-dessus de Paris. Les aérodromes d'aviation légère qui sont autour, notamment Moisselles, sont inaccessibles parce que trop près du Bourget, il y a trop de peur qu'il y ait un avion léger qui vienne rentrer dans le dispositif. Bon, bref, c'est grosse organisation. Et pareil, dans les avions qui étaient présents sur le statique à un moment et qui ont disparu, en tout cas lui à un moment je ne l'ai plus revu, il y avait ce Piper Navarro, d'une société française qui s'appelle Pixelair, dont j'avais entendu parler parce que j'ai un de mes copains qui avait
postulé pour devenir pilote chez eux, puis il n'a pas été pris. C'est des avions de travail aérien, ça j'avoue que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Celui-là, il fait du mapping, c'est un avion qui est équipé d'un lidar et d'une boule optronique, et sont ceux qu'on voit sur Flight Radar faire des patterns, parce qu'il faut travailler pour EDF, pour le service des eaux et forêts, etc. Et lui était présent sur le salon du Bourget, et là encore, il n'est pas resté très longtemps, et on n'a pas eu le temps d'aller les interroger, parce que je pense que l'exploitation de ce genre d'avions sont des sujets assez intéressants. On a traité plein d'autres sujets, évidemment, mais voilà, le Bourget, c'est tellement énorme qu'à chaque fois, on passe à côté de choses. C'est de notre faute, ou c'est parce que c'est tellement gros qu'on est obligé de faire des choix. Mais en tout cas, faire une photo de Piper Navarro, il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Bon, après, là, ça a été un petit coup de chance, mais en me baladant, en ayant pris le temps une fois de me balader sur le Tati, je suis tombé sur les gens d'Oyonair qui exposaient un de leurs Piaggio Avanti, et qui... j'ai été interpellé par leur directrice des ressources humaines, Madame Christensen, qui m'a interpellé en me disant « Ouais, Jumpseat, on a une info pour vous ». Et en fait, ils ont célébré ceci, donc j'ai fait une brève en urgence pour Aérobuzz. Oyonair, donc une société qui exploite une dizaine d'avions, 7 Piaggio Avanti et 3 citations Mustang, se sont lancés en 2007 dans le transport d'organes, et donc ils ont célébré au mois de mai le 8 millième organe transporté, donc la 8 millième greffe rendue possible grâce à eux. Ça, nous, sur Aérobuzz, on a réussi à mettre en avant l'information, mais il y a tellement de choses qui se passent au Bourget que, en fait, ça s'est passé un petit peu inaperçu. Je suis très content de les avoir croisés, d'avoir pu discuter avec eux, parce que Oyonair, on les connaît bien. On a fait déjà pas mal d'émissions sur eux. Il y avait déjà eu une émission, il me semble, sur Jumpseat il y a quelques temps. Et c'est des compagnies qui ont des modèles économiques un peu particuliers, qui ont des exploitations un petit peu particulières, et qui ont des avions très singuliers. Le Piaggio Avanti, c'est un avion qui est absolument incroyable. Mustang, un petit citation, mais l'Avanti, il est un peu incroyable. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on a vues au Bourget, qu'on a à peine eu le temps de traiter, mais que par chance, on peut quand même évoquer ici. Là, par contre, j'ai travaillé un petit peu plus dessus. Celui-là, oui, vous l'avez tous reconnu, c'est ma passion des avions de Aviation Canada, c'est un Twin Otter. Alors celui-ci est très particulier parce que c'est le premier Twin Otter classique 300G, donc la nouvelle version du Twin Otter qui a été lancée au Salon du Bourget 2023. Donc je m'étais un peu interrogé sur pourquoi ils l'ont appelé 300G plutôt que 500, vu qu'ils avaient lancé le 400 il y a quelques années quand ils ont relancé la production des Twin Otter. Alors pour le 300, j'ai pas eu trop l'explication, mais en gros l'avion est un petit peu plus léger que le 400 pour lui donner une charge utile un tout petit peu plus importante, quelques centaines de kilos, mais ça compte quand même pour certains exploitants. Et l'avion a un peu rencontré son public finalement, puisque je crois qu'il y a une vingtaine d'avions de ce type-là en commande, des commandes qui ont été annoncées surtout sur le Bourget 2023. Et le premier exemplaire qui a volé il y a une quinzaine de jours était présent sur le salon du Bourget, donc il a fait une transatlantique. Bon, c'est un Twin Otter, c'est une variante du Twin Otter, c'est pas un avion totalement neuf, donc je pense qu'il n'y avait pas trop d'inquiétude sur sa capacité à faire la traversée, mais il l'a faite. Et ça mérite d'être noté. Et cet avion a aussi une particularité, c'est que c'est le 998e Twin Otter construit. Le Twin Otter est lancé dans les années 60, à la fin des années 60, il est construit jusque dans les années 90, à raison d'à peu près 800 exemplaires. Et puis en 2007-2008, Viking Air, aujourd'hui de Aviation Canada, a relancé la production parce qu'il y avait de la demande, et ils en ont produit un tout petit peu plus de 150. Et on est à quelques semaines de voir débarquer donc le 1000e Twin Otter construit. C'est quand même les Américains appellent ça un milestone, c'est un moment charnière dans la production d'un avion d'atteindre le 1000e exemplaire. Et le Twin Otter, c'est un avion qui est totalement rustique, qui est utilisé dans des endroits qui sont un petit peu difficiles, ou pour des missions très spéciales. Je rappelle que l'armée de l'air en utilise un certain nombre pour des missions de parachute, mais aussi de parachutage, mais aussi pour des missions spéciales. Ce sont des avions très rustiques, des avions de brousse. L'air de rien, en un peu plus de 50 ans, 1 millier d'exemplaires construits, c'est quand même significatif. Voilà le 998e Twin Otter de l'histoire, et on sait que le 1000e va arriver dans quelques jours. Bon, il y avait le Racer de chez Airbus Hélicoptère, donc leur Gyrodine
nouvelle génération avec sa conception très particulière. Lui, on l'a vu voler. On n'en a pas trop profité parce qu'on avait beaucoup de taf à faire autour, mais l'appareil est très amusant. C'est dans la lignée du X-Cube qu'on avait eu il y a une dizaine d'années. Il l'utilise pour chercher de nouvelles solutions, pour alléger les aéronefs et pour les rendre plus performants. Ça va sur des recherches de pales, de propulsion, de voilure, de motorisation. En tout cas, l'appareil est extrêmement spectaculaire et on a eu la chance de le voir voler. Alors, ça aussi, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé sur Aérobuzz, c'est les drones, parce que si au niveau avion pur, je vais être honnête, c'est pas le salon du Bourget qui m'a le plus enthousiasmé pour ce qui est des démonstrations en vol ou des avions présents. Par contre, en ce qui concerne tout ce qui est système de défense, décarbonation de l'aérien et drones, ça a été sans doute un des salons du Bourget les plus riches de l'histoire, les plus intenses en termes d'annonces, sans doute un des salons les plus décisifs. Il y a eu des avancées qui ont été faites sur un certain nombre de dossiers qui vont marquer l'histoire. Et me baladant dans les allées, je suis tombé sur ce drone-là, qui ne fait pas partie des drones qui ont fait comme SE Aviation, comme Daher ou comme Turgis et Gaillard, qui ont eu un accord de la DGA pour une expérimentation de leur système. Lui n'est pas rentré dans les purs, parce que je pense que c'est plus un drone tactique qu'un drone stratégique. Mais lui, quand je suis tombé dessus, j'ai fait « Oh mon Dieu, mais lui, je le connais ». Je ne sais pas si cette silhouette vous rappelle quelque chose pour les gens qui étaient au salon du Bourget il y a une dizaine d'années. Il y avait une petite société qui s'appelait LH Aviation, qui avait lancé un avion biplace, à l'origine un avion de loisirs un peu performant qui s'appelait l'Ellipse, et la boîte avait commencé à engranger quelques promesses de vente et puis ça s'était arrêté brutalement d'un coup il y a une dizaine d'années. Ils ont construit trois appareils, et regardez, ça c'est l'Ellipse, le LH10 Ellipse. Ça c'est une photo qui date du Bourget 2009 si mes souvenirs sont bons. Il avait été présenté en vol à cette année-là. F, Whiskey, Mike, Lima. Et si je reviens sur l'image d'avant. Fox, Whiskey, Mike, Lima. Mike, Lima, c'est le même. Et donc l'avion qui avait été présenté en vol, en avion léger, de loisirs, mais aussi qui avait été présenté en termes de... En tant qu'avion de mission, surtout de la reconnaissance, parce qu'on pouvait quand même, aujourd'hui on a des boules optroniques qui sont toutes petites, qui peuvent être installées sur ce genre d'avion léger. Eh bien, cet avion revient sous forme dronisée. C'est la même cellule, simplement ils ont opacifié la verrière. Ils vont mettre un système de pilotage à distance, et l'avion est... On peut parler d'avion. Le drone est équipé d'une grosse boule optronique, mais aussi, visiblement, il va pouvoir être équipé d'armement. C'est pour ça qu'on parle de drone tactique. Et ça aussi, ça fait partie des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder pendant le salon. Donc, il s'appelle le Sentinel Plus, mais bon, voilà, on le reconnaît. C'est un LH10 à la base. C'est un des 3 LH10 qui ont été construits. Je ne sais pas ce que sont devenus les 2 autres. Mais en tout cas, lui, il va trouver une nouvelle carrière. Alors, est-ce qu'ils vont reprendre pour la production, s'ils arrivent à trouver des contrats pour cet aéronef-là, est-ce qu'ils vont reprendre les plans du LH10, ou alors ils se servent simplement de cette cellule d'Ellipse pour comme démonstrateur technologique, si vous voulez. C'est la question, j'ai pas la réponse pour le moment, mais voilà, c'est un autre dossier à suivre. Bourget 2009, à cette époque-là, Breitling était encore un gros sponsor du salon. Et tous les 2 ans, ils nous ramenaient ça. Pour ceux qui n'ont pas connu les salons du Bourget des années 2000, oui, tous les jours ou tous les 2 jours, le Constellation faisait une démonstration en vol. Donc j'ai vu voler le Lockheed Constellation, super Constellation d'ailleurs, je ne sais pas combien de fois, je l'ai photographié je ne sais pas combien de fois, et en fait, à ce moment-là, on ne se rendait pas compte du privilège qu'on avait de voir cette machine absolument sublime voler. Alors aujourd'hui, elle est chez les frères Meyer, elle est démontée. Elle doit subir une grande visite pour voir si elle pourrait être éventuellement remise en état de vol. Il y a un budget de plusieurs millions d'euros pour le remettre en état de vol. Donc je ne sais pas si c'est réellement économiquement envisageable, mais ça fait rêver. Autre nouveauté, il a volé visiblement ces jours-ci, c'est l'Elixir.
d'Elixir Aircraft, mais équipé de la turbine Turbotech, et donc qui a volé avec du SAF suite à un accord conclu avec Total, qui est aussi aujourd'hui devenu un producteur de SAF important. L'avenir de l'aviation légère, c'est peut-être ces petits avions-là. Ils ont une bonne bouille. Et puis bon, Elixir, on suit l'affaire depuis très longtemps. On a eu l'occasion de tourner chez eux. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir l'usine de La Rochelle, vous allez sur notre chaîne YouTube et vous avez un reportage qui a été mis en ligne il y a quelques jours sur la production des avions Elixir. Alors aujourd'hui, la plupart sont équipés de moteurs Rotax, mais la solution Turbotech est en route. Et ça aussi, c'est une sacrée nouvelle. Pendant le salon du Bourget, on croise plein de têtes connues, puis d'autres des têtes inconnues. Alors celle-là m'a fait marrer parce que on va traîner autour du... c'est pareil, c'est le stand d'Elixir. On va traîner du côté du stand d'Elixir, puis on s'aperçoit qu'il y a une délégation officielle qui est présente. Donc je fais la photo et je reconnais pas le personnage. C'est après quelqu'un qui est venu me glisser, mais tu sais que c'est le ministre des Transports. Voilà, shame on me. Alors... il s'agissait donc bien du ministre des Transports, qui s'appelle Philippe Tabarot, qu'on voit ici en place gauche d'un Elixir. Il s'agit du ministre auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation chargé des Transports. Alors moi, la notion de ministre auprès du ministre m'éclate totalement. Je vois bien les guéguerres intestines pour... plutôt que d'être ministre délégué, ah ben non, je vais être ministre à temps plein, à titre plein. Bon, bref, je trouve ça absolument ridicule. Alors, on se retrouve sur le salon du Bourget, comme ça, à se balader, puis d'un coup, il y a des vigiles qui débarquent d'on ne sait où, qui vous interdisent d'accéder à tel ou tel endroit parce qu'il y a une visite. Voilà, faudrait pas gêner tel ou tel personnage pendant sa visite du salon du Bourget. Ça, en général, avec moi, ça se passe très mal et ça s'est encore passé très mal une fois ou deux parce que moi, à chaque fois, je demande oui, ok, très bien, vous m'interdisez de passer, mais c'est qui? Alors, c'est une question qui est en fait à double tranchant parce que je suis journaliste. Ça me permet éventuellement de faire une photo d'une délégation. C'est comme ça que j'ai fait une photo de John Travolta il y a quelques années, qui était en visite plus ou moins officielle sur le salon. J'ai vu qu'il y avait un attroupement, des vigiles autour. J'ai fait la photo, c'est qu'après que j'ai vu que c'était John Travolta. Et donc, pour éviter ce genre de truc, je demande toujours à la personne, au vigile qui me fout dehors, oui, d'accord, vous me foutez dehors, vous êtes bien gentil, mais c'est pour qui? Et en général, j'ai pas de réponse. C'est ça, j'aime pas beaucoup ne pas avoir de réponse. Donc, ça a clashé une fois ou deux avec des agents de sécurité. Le salon du Bourget, c'est un salon professionnel dans la semaine, mais comme on l'a vu, il y a des avions qui vont, ils viennent, qui restent pas, souvent des avions intéressants. Mais pour le week-end qui est plus orienté grand public, il y a des Warbirds qui viennent. Et là, il y a eu quand même quelques Warbirds assez sympathiques, il faut le dire. Alors, je vais pas tous vous les montrer, je vais vous les citer, mais quand même, on a vu voler du Mustang. Donc le Mustang de la Ferté-Alais. On a vu voler du P-40 et il y a eu aussi ces avions-là qui étaient présentés sur le statique. Et alors moi, c'est ces avions qui me font kiffer. Donc le Beech 18, alors qui appartient maintenant à WA Aviation, qui était au casque de cuir mais qui a changé d'écurie, qui vole, qui est magnifique. Le Spartan Executive qui appartient à un propriétaire privé, un pilote de ligne. Le Spartan Executive, c'est un espèce de... Pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que ce n'est pas un avion très, très fréquent, c'est un avion qui date de la fin des années 30. Et en fait, quand on parle de la Cadillac du ciel, à propos du Mustang, parce qu'on reprend les paroles du film de Spielberg, mais en fait, la vraie Cadillac du ciel, c'est celle-là. C'est une vraie Cadillac, c'est un avion d'affaires, c'est un peu le pendant du Beech Tiger Wing, mais avec en monoplan. C'est un avion qui est équipé du même moteur, le R985, que le Staggerwing, le Broussard, le Grumman Goose ou le Beech 18. Sauf que c'est 4 places, c'est un monoplan, 4 places. C'est un engin qui croise à 160 nœuds, à peu près. Autant dire que pour traverser l'Europe, ça va, c'est confortable. C'est un avion qui est absolument rare. Il a été construit à 35 exemplaires. Il doit en rester moins d'une dizaine. Et vous avez un Français qui en a acheté un et qui vient nous le présenter de temps en temps en meeting. Il n'est pas très, très fréquent. Là, il était présenté qu'au statique. C'est presque dommage. Mais en même temps, du coup, on a pu l'approcher. Alors, oui, beaucoup moins de place que dans un Broussard, par contre. Oui, mais il est nettement plus rapide, monsieur Franck May. Et qu'est-ce qu'il est beau en métal chromé comme ça, super beau. Et alors, ils avaient mis les deux côte à côte, le 18 et le Spartan. Moi, voilà, j'étais content. C'est pas pour ça que je viens au Bourget, mais j'étais content de les voir. Il y avait lui, le Staggerwing, même moteur. Alors lui, il a une histoire compliquée parce qu'il a été acheté visiblement par Aviation Vintage Academy
donc de la Ferté-Alais, l'école de pilotage sur avion ancien, il y a longtemps. Il est resté un bon moment en travaux de réfection, en restauration. Un avion qui a très peu d'heures de vol, qui avait eu, je crois, qu'un seul propriétaire avant l'AVA. Mais il est resté, je crois, quelque chose comme une dizaine d'années en restauration, parce que c'est des avions qui sont très compliqués à restaurer et peut-être aussi très coûteux. Il vient de sortir de chantier, il a été livré à la Ferté, je crois, à l'automne dernier. Il a fait très peu d'heures de vol. Il est à vendre. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il était un peu exposé là. Il est à vendre, on n'est pas loin du million d'euros pour ce genre d'avion aujourd'hui. Alors, sachant qu'il a été refait à neuf, hein, là, vous avez un potentiel de quelques dizaines d'années à l'exploiter tranquille. Quelle classe, quelle beauté. C'est sans doute un des avions les plus élégants de la création. Eh bien, on a la chance d'aller le voir. Et donc, il y avait bien, cette photo le prouve, il y avait bien un Canadair sur le salon du Bourget, puisque ici, on a un Canadair CL13 Mark VI, on dit une version sous licence du F-86 Sabre. Donc, celui de Fred Akari, qu'on n'a pas vu voler, qui était juste sur le statique, ce qui était un peu dommage, parce que lui, il est beau à avoir volé aussi. Là, c'est une photo qui est prise à l'intérieur du chalet média. Donc vous voyez, on a une grande pièce d'accueil, on avait nos studios à droite, il y a une salle de rédaction au fond, enfin plusieurs salles de rédaction, mais une salle de travail au fond. Et puis si j'ai fait cette photo, parce que de temps en temps, il y avait des véhicules qui passaient. Lui, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, mais enfin, c'est bon, pour les plus jeunes d'entre vous, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais c'est un certain Michael Jones, guitariste de son état, c'est le guitariste de Jean-Jacques Goldman. Autant dire que lui, il a vendu quelques millions d'albums. Et il était présent au Bourget, il est venu voir les avions parce qu'en fait, comme tout Britannique, il est très, très, très intéressé par les avions et notamment les avions britanniques de la Seconde Guerre mondiale. On a eu l'occasion de parler Spitfire tous les deux quelques minutes. Mec adorable. Voilà, ça fait partie des petits plaisirs du Bourget de rencontrer des VIP. Alors des VIP, on en a croisé. Hein, le président Macron est passé pas très loin, donc je l'ai pu le spotter de loin. On a vu quelques influenceurs célèbres. On a croisé Atéchué, on a croisé Xavier Titelman. Bizarrement, ils n'étaient pas au même endroit au même moment. On a croisé Jean Massier qui est venu nous saluer, qu'on salue bien bas aussi, donc le Twitcher le plus prolifique de France. On a croisé Elodie Bruno, mais très très loin parce qu'elle a été très très occupée. Je fais un petit coucou aussi à James Emery de Lingaero, qui est un Britannique qui parle parfaitement le français et qui a une école d'anglais aéronautique et qui fait aussi des shorts assez marrants sur l'anglais aéronautique qu'on a croisé. Que je croisais pour la première fois au Salon du Bourget, un mec vraiment sympa et comme j'ai besoin de cours d'anglais, peut-être que je serai en stage avec lui, un de ces quatre. Bon, et puis à propos de James, la vedette du Salon du Bourget, c'était lui quand même, hein, I Am, de son call sign. Fred Lert a fait un interview très court mais très dense et très drôle de lui. C'est quand même quelqu'un... Donc un Américain, mais qui a vécu une dizaine d'années en France entre ses 7 et ses 17 ans, qui a appris à piloter à Chartres, qui a appris à piloter des planeurs à Chartres, et qui est aujourd'hui pilote de F-35 et qui parle un français absolument parfait. Et donc, évidemment, l'US Air Force, sachant qu'ils ont ce genre de perles dans ses effectifs, l'ont affecté au Salon du Bourget pour venir parler un petit peu du F-35 à la foule. Et quand les gens découvrent qu'il parle mais français sans accent, c'est un moment qui a été terrible. Et quand Fred l'a découvert et qu'il a dit, bon, il va falloir organiser un interview, ça s'est fait assez rapidement, mais ça a demandé beaucoup. Contrairement à ce que vous pouvez penser sur les gens de l'US Air Force, il ne suffit pas de se pointer avec un micro pour avoir l'interview. Il faut d'abord que ce soit validé en amont par les services de communication et ça prend beaucoup de cases et beaucoup d'énergie. Et puis, les gens sont briefés, donc il y a des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Et donc, c'est parfois un exercice un petit peu compliqué. Mais quand on a un bon client comme ça et comme Fred l'a fait, de lui parler de sa relation avec la France, ça donne des choses vraiment très intéressantes. Vous pouvez retrouver son interview, pareil, sur la chaîne Jumpseat. L'interview par Frédéric Lert, il est à la une de notre chaîne YouTube. Vous allez vous régaler. Puis, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, l'humour de Fred pendant les interviews est assez particulier, mais c'est juste de l'humour.
et il suffit de discuter 5 minutes avec lui pour comprendre le personnage. Ça passe très très bien avec tout le monde, vous inquiétez pas. Tous les commentaires de genre « Ah, il manque de respect ». Non, non, c'est juste que c'est un blagueur. C'est un blagueur à froid, et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Bon, les démonstrations en vol, bah, la 400M, j'aime bien. C'est sans doute une des démonstrations en vol les plus spectaculaires qu'on a eues. Là, il est pris à un moment assez calme. Il est en train de passer avec la porte ouverte et le drapeau français. C'est joli comme tout. La démonstration de la 350 000, bah, comme toutes les démonstrations Airbus, superbe. De toute façon, la clé, elle est très simple. Airbus, depuis plusieurs années, a une politique sur des démonstrations en vol, notamment au Bourget, c'est que tous les avions font la même démo. Les paramètres changent, mais l'enchaînement des manœuvres est le même. Ce qui est un travail important qui est fait au niveau de la sécurité des vols. C'est-à-dire que là, il y a vraiment zéro improvisation. Et donc, mais ce sont des démos qui sont très très belles et qui commencent souvent par un décollage avec un angle assez impressionnant. Il faut avouer que ça a de l'allure. On n'a pas eu la démo tous les jours de la 350, c'est un peu dommage. Et puis, on n'a pas eu de démo d'A380, mais comme il y a des projets de nouvelles motorisations sur le 380, peut-être qu'on pourrait le voir. Et pour ça, il faudra voir, pour en savoir plus, il faudra voir l'interview que j'ai fait sur le stand de l'Onera qui sera mis en ligne dans les jours qui viennent. Alors, il y a eu ça. Et ça j'avoue que ça, c'est la surprise du salon. On ne l'avait pas vu venir. La liste des avions présents au salon a été diffusée très très tard, donc on a su très tard quels avions seraient présents. Et celui-là, ça a été la grosse surprise parce qu'en fait, c'est un avion électrique, c'est le CX-300 qui est conçu aux États-Unis par une société qui s'appelle Beta Technologies. Ici, il est présenté en version cargo, mais il existe aussi en version passager avec 5 passagers. C'est un avion qui donc, est construit aux États-Unis, qui a été acheminé par bateau jusqu'en Irlande, mais il est venu par ses propres moyens depuis l'Irlande. Et après le salon du Bourget, il est parti en Norvège parce que normalement, il doit être livré à un client. C'est un cargo, il fait 5 mètres cubes. Donc pour du petit colis, c'est très bien. Il a une autonomie quand même de 622 km et il peut atteindre une vitesse de 280 km/h. Et là, ça commence à être des chiffres pour un avion électrique assez significatifs. Il emporte 5 passagers, donc on peut tabler sur 500 kg par exemple de charge utile. 500 kg à, allez, on va dire 500 km pour garder des marges, c'est très exactement le cahier des charges d'un Beaver. Beaver, c'est 500 kg à 500 km. 5 packs. Et là, on est dans cette échelle-là. Bon, après, c'est un avion électrique, donc il faut des installations pour le rechargement, mais visiblement, le rechargement est assez rapide. Là, c'est une avancée d'aviation électrique qui commence à être concrète. Alors l'avion a des formes, et encore là, ma photo ne lui rend pas hommage, mais ses ailes sont très très particulières. Il utilise une hélice propulsive à 5 pales, il est très discret, et il est bientôt en service, quoi. Donc c'est vraiment là une belle surprise. C'est pas un avion qui fait rêver, il faut être honnête, mais c'est dans le genre surprise du chef, celle-là était bien. Et oui, certains l'avaient vu venir parce qu'en fait, il était visible sur Flight Radar. Et dans le genre avion original, oui, celui-là, il s'impose. On a eu des démos de chasseurs, on a eu du Typhoon, c'était bien, ça faisait du bruit. On a eu du Rafale, c'était bien, ça faisait du bruit. On a eu une très belle démo du F-16 grec, puis une belle démo du F-35, pas tous les jours, à nouveau. Mais ouais, le F-16, ça faisait du bien. Ça fait 50 ans qu'on les voit, mais ça reste toujours des démonstrations très particulières. Sur le statique, pendant les journées publiques, un petit stand qui était très discret, qu'il ne fallait pas rater, celui du BEAE. Les gens du bureau d'enquête et d'analyse pour les aéronefs d'État avaient un stand, et sur ce stand, ils exposaient 2 vraies boîtes noires. Alors celle-là était très amusante parce que c'est une boîte noire ancienne où on a des bandes magnétiques. Alors là, si vous avez moins de 20 ans, vous ne savez pas à quoi ça peut servir, mais nous, on écoutait de la musique avec ça dans les années 80. Voilà, c'est la première fois que je voyais en vrai une boîte noire ouverte et que j'ai pu la manipuler. Les gens étaient là pour expliquer les enquêtes qu'ils faisaient. On a pu discuter de plusieurs enquêtes en cours, dont celle du Pélican 35. Et c'était intéressant de discuter avec des gens qui étaient à la fois des enquêteurs, parfois des juristes, de savoir combien ils étaient, etc. Très intéressant. Je suis reparti avec leur plaquette de présentation, mais j'ai pas encore eu le temps de la lire. Et en fait, la conclusion de cette présentation du Salon du Bourget, même si moi je l'ai trouvé décevant en termes de présentation d'avions, en termes d'avions à voir,
C'est le succès public. Ça, c'est une photo qui est prise le vendredi, donc pour la journée des écoles. Le salon du Bourget est interdit aux mineurs du lundi au jeudi soir, et il est accessible aux mineurs à partir du vendredi jusqu'au dimanche soir. Et ça, c'est une photo du vendredi. Le vendredi, c'est une journée où il y a du monde. Moins que le samedi, moins le dimanche. Mais je ne me souviens pas d'avoir vu autant de monde sur le statique un vendredi. Et c'était blindé. Et là, vous avez, là, c'est des enfants, ils sont relativement jeunes, ils ont le polo bleu, c'est des futurs jump-seaters, ceux-là. Mais il y avait un monde où il y a un vrai succès public. Alors, effectivement, il a été porté par la météo. Ceci dit, une météo aussi dure, on a eu des températures qui ont largement dépassé les 30 degrés sur du béton comme ça, il faut pouvoir l'encaisser. Je ne sais pas ce que ça a donné au niveau des postes de sécurité, mais je pense que des malaises, il y a dû en avoir plus d'un. Mais ouais, un très grand succès public pour ce salon du Bourget, qui a donc fermé ses portes dimanche soir. La conclusion, c'est que peut-être qu'il faudrait laisser tomber les présentations en vol pendant la semaine, et puis garder les avions vraiment intéressants, vraiment spectaculaires, vraiment nouveaux pour le week-end. Si les compagnies ne veulent pas payer des milliers d'euros pour avoir leurs avions statiques ou sur la Flightline. Mais à part ça, c'était vraiment un Bourget notable à de nombreux points de vue, en dehors des quelques petits coups de griffe que j'ai pu mettre là sur l'organisation. Bon, globalement, c'était plutôt un bon Bourget. On verra ce que ça va donner dans 2 ans. On se fait une dernière émission la semaine prochaine sur des bouquins. Et puis, voilà, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Quoi qu'il arrive, à bientôt.